Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si les langues ont vocation à permettre aux hommes de communiquer entre eux, il est permis de convenir que le français a poussé assez loin cette logique jusqu'à l'universel. Après avoir été la langue de la diplomatie européenne, il a été celle de l'olympisme et la France détient toujours le record du nombre de prix Nobel de littérature. En cela, c'est un bien collectif. Aucune faction ne devrait pouvoir la confisquer pour servir ses intérêts. Le français est une langue syllabique qui implique de pouvoir lire à haute voix sa forme écrite. C'est aussi une langue irrégulière dont l'apprentissage est réputé difficile. Malgré cela, nous observons que certains militants s'activent pour la complexifier en ajoutant un nouveau mode grammatical, celui de l'inclusif. En la parasitant de déclinaisons imprononçables et de pronoms fantaisistes, non pas pour la nourrir, puisqu'après tout, la langue est un organe vivant, mais pour la refonder et pour substituer au français un idiome seulement compréhensible d'un groupe de locuteurs qui, sous le masque de l'égalité, cultive l'entre-soi d'une avant-garde éclairée. Un tel sabir visant à se démarquer pourrait nous divertir, comme le faisaient les vieux jargons français d'autrefois, tels le javanais, le louchébem ou même le verlan, qui remontent au XIIe siècle. Sauf qu'aujourd'hui, les facéties des promoteurs de l'écriture dite inclusive ne nous amusent plus, car nous sommes passés de Queneau à Orwell, de l'argot à la novlangue. Du camp de ses partisans, j'entends monter un contentement renverser les statuts de linguistes distingués disparus il y a 3 ou 4 siècles. Ce ne sont pas eux qu'ils touchent. En imposant leur écrit indéchiffrable, ils sapent en réalité le patient travail de nos instituteurs, puis celui de nos professeurs de français qui s'efforcent de transmettre à leurs élèves, dont parfois le français n'est pas la langue maternelle, l'autonomie dans la lecture et l'écriture, donc dans la vie. Malgré cela, en fin de troisième, 15% des collégiens ne maîtrisent pas ou mal le français et 27% des entreprises ou administrations interrogées déplorent régulièrement des problèmes causés par l'incompréhension de la langue écrite. Or, les orthophonistes nous alertent sur les difficultés bien réelles engendrées par l'inclusif sur la lecture des dyslexiques, sans parler de celles rencontrées par les malvoyants et même les personnes âgées. Alors c'est vrai, en français, le genre neutre est porté par le masculin. Cette règle date du XVIIe siècle, époque à laquelle l'Académie a voulu encadrer l'usage d'une langue encore adolescente. Mais est-ce vraiment la grammaire qui a mis les femmes en état de minorité ? Lui faire porter cette responsabilité au nom de la représentation mentale induite ne me semble guère étayé. A contrario, le persan, le chinois ou le turc ne distinguent pas les genres. Sont-ils pour autant des facteurs de libération pour leurs locutrices ? Cependant, et par définition, une langue vivante n'est pas inerte. Je me réjouis en cela de la féminisation des métiers et des fonctions qui ont tant tardé à être exercées par des femmes. Mais n'embrigadons pas notre langue, n'en faisons pas un ferment de division, alors qu'elle doit rester ce terrain d'entente et donc de dialogue. Miner la structure même de la langue, c'est signifier aux individus d'une société qui n'ont plus d'essence commune, plus vocation à s'adresser les uns aux autres, et finalement, plus rien à faire ensemble. Or, Madame la Ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, notre société a davantage besoin de traits d'union que de points médians. Je vous remercie. Merci.